Bonjour chers auditeurs, on se retrouve dans un nouveau podcast et cette fois-ci il sera question du Maroc. C'est l'illustre dynastie alaouite qui va occuper notre propos aujourd'hui et plus particulièrement d'un de ses plus grands rois. Commençons par expliquer l'arrivée au pouvoir de cette grande dynastie qui continue de diriger le Maroc. Famille d'origine chérifienne, descendante donc du prophète, elle s'installe dans le Tafilalt dès le XIIIe siècle à l'époque mérinide. Mais nous sommes 4 siècles plus tard, au XVIIe. Le Maroc n'est plus ce qu'il était à l'apogée des Saadiens. Le pays est scindé en 5 zones, et c'est une guerre civile qui éclate. La confrérie du Dila, surpuissante, occupe le centre du royaume, elle contrôle Fès et Meknès. Le nord a pour capitale Chaoun. La République des corsaires de Salé également est indépendante. Et enfin au sud, c'est la Zaouïa d'Ilir qui occupe la région. Le Maroc est donc morcelé. Les habitants du Tafilalt sentent que le danger guette. La confrérie du Dila est de plus en plus puissante, de plus en plus expansionniste. Il faut agir, se défendre, réunir le pays. On s'organise autour d'un premier chef alaouite, Moulay Shrif, qui 6 ans durant protège le Tafilalt de la confrérie de Dila. Moulay Mohammed, son fils, fait preuve de bravoure également au combat, et il va défendre avec honneur la région. C'est après de nombreux combats que Moulay Rachid, sultan et frère de Moulay Mohammed, réussit à réunifier le pays. Plus de guerre civile, le Maroc est un et sous le règne de Rachid qui est un alaouite. La confrérie du Dila appartient dorénavant au passé. Seulement, Rachid va mourir d'un tragique accident équestre et c'est son demi-frère qui va prendre le pouvoir. Son demi-frère, il est gouverneur de Meknès, il s'appelle Moulay Ismail et il est donc demi-frère de Moulay Mohammed et Rachid. Dès son accession au trône, il fait face à la révolte d'un neveu et de quelques groupes rebelles dans le Snhaja. Ces combats internes n'empêchent pas le nouveau souverain, Moulay Ismail, d'entrer en guerre avec les puissances chrétiennes occupant le pays. Il affronte la présence portugaise, je vous en avais parlé. Il réussit à débarrasser le Maroc des fronteras, les colonies portugaises, à l'exception de Mazagon, qui ne sera libéré que bien plus tard. Tanger est récupérée, et oui, c'était une ville anglaise, elle avait été offerte par le Portugal à Charles II d'Angleterre. Cependant, il n'y a qu'une ville qui résistera, et ce durant 27 ans, c'est Ceuta. Un siège de 27 ans, et il n'a pas réussi à la récupérer. Ceuta restera espagnole, et elle l'est toujours aujourd'hui. Le pays est donc réunifié. Les frontières sont rétablies. On va même faire la guerre aux Ottomans, qui dirigent l'Algérie à l'époque. Et bien qu'on ne récupère pas Alger, on arrive à protéger les frontières orientales du pays. Et toutes ces guerres, vous me direz, nécessitent une grande armée. Et l'armée marocaine, jusque-là composée d'esclaves chrétiens, ne suffisait plus au sultan. Ce sultan qui, par ailleurs, savait que les soldats chrétiens ne lui seraient pas fidèles dans une guerre contre d'autres chrétiens. Il crée la fameuse armée noire du sultan, l'armée des Abids. Esclaves subsahariens, musulmans, ils jurent fidélité au sultan sur le recueil de traditions d'Al-Bukhari. Ces esclaves vivent en famille aux frais du royaume. Le sultan organise leur mariage avec de jeunes esclaves. Et ces couples féconds offrent au sultan de nouveaux futurs soldats ou de jeunes ménagères. Ainsi, dès leur plus jeune âge, les esclaves servent aux grands projets de construction du sultan, notamment à Meknès. Ensuite, dès l'âge de 8-10 ans, ils sont formés à la guerre. Les esclaves chrétiens plus qualifiés, eux, servent à la logistique, à l'artillerie. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les tribus guiches, qui viennent du mot jeish. Et ces tribus guiches, elles offrent à l'État des régiments d'hommes intrépides en échange de terres agricoles. Une armée aussi grosse, aussi structurée, aussi importante, permet au roi de se lancer à la conquête de l'Afrique. Et le Maroc s'étend dans le Bilad as-Soudan. La Mauritanie devient marocaine. Le fleuve Sénégal et la boucle du fleuve du Niger sont sous influence marocaine. Le royaume de Galam, l'émir de Brakna, tous sont aux ordres du royaume. C'est un grand empire que le roi structure avec le Makhzen, un système politique unique. Le sultan est en constant déplacement.
et ne visite que les villes dissipées pour les remettre dans le rang. Mais, vous savez, un autre homme est essentiel à notre récit. Il est à quelques 3000 kilomètres, il vit à Versailles, et se nomme Louis XIV. C'est un contemporain, voire un rival de Moulay Ismaïl. Car au fond, la conquête que le roi Moulay Ismaïl fait de l'Afrique déplaît fortement à Louis XIV, qui n'entend pas se faire rivaliser dans l'Afrique coloniale. Et le sultan et le roi vont s'affronter en Méditerranée, mais les corsaires marocains sont invincibles, et les accords entre les deux souverains n'aboutissent que difficilement. Le sultan du Maroc va congédier le représentant de la France, qui n'est qu'un simple marchand. L'empire chérifien exige que le représentant français soit un grand seigneur. Si fait, Louis XIV accepte. Et c'est Ben Aïcha, un célèbre corsaire marocain, qui est envoyé en 1698 à Versailles. Imaginez-le, ce Salétain qui débarque à Versailles, au jardin, et qui découvre ses salles. Il est reçu par le roi avec honneur. On lui donne un bal, il entend le clavecin pour la première fois de sa vie. Et c'est Colbert de Croissy, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui négocie pour Louis XIV. À Versailles, Ben Aïcha tombe en admiration de la fille du roi, la princesse de Conti, mademoiselle de Blois. Il n'hésite pas un instant. Il la demande en mariage pour le sultan, qui d'ailleurs, le sultan dispose déjà d'un important harem. La perspective de vivre parmi tant d'autres femmes, loin de chez elle, n'a pas dû enchanter cette princesse veuve, qui avait déjà refusé les demandes du prince de Pologne, de Portugal et tant d'autres. Elle refuse donc le mariage. L'objectif du sultan, à travers ces négociations, est d'obtenir une alliance militaire contre son voisin et pire ennemi, l'Espagne. Louis XIV, loin de son ancêtre François Ier qui s'était allié avec l'Empire ottoman contre l'Espagne de Charles Quint, non, le roi de France refuse. Il ne veut pas d'alliance avec Moulay Ismaïl contre l'Espagne. Pas d'alliance avec un musulman contre un catholique, se dit-il. Pourtant, il hésite. On dit qu'il sait que cette alliance permettrait de faire cesser les activités des corsaires marocains qui pillent les navires français en Méditerranée. Les négociations sont dures. Certains disent le roi de France prêt à céder. Quand soudain, le roi d'Espagne meurt, sans successeur. La course au pouvoir est lancée. Il est remplacé par un certain Philippe V de Bourbon. Oui, de Bourbon, comme Louis XIV. Car Philippe V de Bourbon, roi d'Espagne, n'est autre que le petit-fils de Louis XIV. Catastrophe. Plus d'alliance possible donc. Le sultan du Maroc rappelle Ben Aïcha et les relations entre les deux pays se tendent. Plus de liens diplomatiques avec la France. Plus de commerce entre les deux États. La France se prive du cuir, du miel et d'autres produits marocains. En revanche, le Maroc s'improvise en armes, poudre et coton auprès d'une autre nation, l'Angleterre. En décédant à Meknès, en 1727, à plus de 82 ans, Moulay Ismaïl laisse un Maroc orphelin d'un roi bâtisseur dont les nombreuses prouesses sont aujourd'hui encore appréciables, et dont Meknès concentre le faste avec ses écuries, sa prison, son mausolée ou ses nombreuses portes. C'est également un sultan réformateur politiquement, et c'est un fin diplomate qui disparaît. Mais c'est surtout un grand chef militaire qui a façonné une armée complètement admirative de son chef. Après son décès, et comme après tous les longs et grands règnes, une période de trouble suivra le décès de Moulay Ismaïl. La succession se fera difficilement, mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi ce podcast et je vous retrouve à très bientôt, chers auditeurs.